Bonjour tout le monde, bienvenue au cours en ligne sur la responsabilité civile délictuelle. C'est une matière obligatoire pour les étudiants francophones de la classe d'AEF de l'Université de droit de Thionville. Dans le chapitre 1, je vous ai présenté la notion de la responsabilité civile délictuelle, la distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, ainsi que la distinction entre la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle et la source du droit de la responsabilité civile délictuelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre 2, la responsabilité délictuelle de droit commun. Dans ce chapitre, je vais vous présenter trois sessions. Session 1, les éléments généraux de la responsabilité. Session 2, la responsabilité complexe. Et la session 3, la mise en œuvre de la responsabilité. Dans la session 1, je vous présente trois éléments généraux de la responsabilité. Ce sont les faits générateurs de la responsabilité, les dommages et la causalité. Dans la session 2, vous allez étudier deux régimes très importants sur la responsabilité civile délictuelle. Ce sont responsabilité du fait d'autrui et responsabilité du fait des choses. Dans le régime de la responsabilité du fait d'autrui, on va étudier plusieurs cas comme responsabilité des parents du fait des enfants, des commettants du fait de préposés ou des artisans du fait de leurs apprentis. Dans le régime de la responsabilité du fait des choses, on va parler de la responsabilité du fait des animaux, la responsabilité du fait des bâtiments et la responsabilité du fait des choses inanimées. Et la session 3, la mise en œuvre de la responsabilité, je vais vous présenter deux problèmes fondamentaux. Action en responsabilité. On va chercher les réponses de questions qui peuvent intenter une action en responsabilité civile délictuelle. Quelle est la nature de l'action en responsabilité? Et en outre, c'est la réparation des dommages. Quels sont les types de préjudices réparables? Et quelles sont les modalités de réparation pour les dommages dans le cadre de responsabilité civile délictuelle? Section 1. Les éléments généraux de la responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile délictuelle suppose trois éléments: un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait et le dommage. Pour la responsabilité civile délictuelle, il faut attention que la faute n'est pas l'élément obligatoire en tout cas. D'ailleurs, l'indemnisation est à la mesure du dommage, non de la faute. Une faute légère peut occasionner un préjudice grave. À l'inverse, une faute intentionnelle peut causer un préjudice léger. La faute peut être prouvée par tout moyen. La charge de la preuve pèse sur la victime, c'est-à-dire dans un procès, la preuve incombe au demandeur. En plus, il cite une autre condition indispensable, c'est la personne responsable. Alors, on divise donc en 5 parties. La personne responsable, le fait générateur de la responsabilité, le dommage, le lien de causalité entre le fait et le dommage. Et enfin, les irresponsabilités, c'est-à-dire les cas exclus de la responsabilité civile délictuelle. Tout d'abord, on va parler de la personne responsable. Seule une personne peut être responsable, c'est-à-dire il n'y a pas de responsabilité des animaux et des choses, parce qu'un animal ou une chose ne peut pas être responsable. Aujourd'hui, la responsabilité ne pèse que sur les personnes. Les personnes ici se composent les personnes physiques et les personnes morales. La question qui se pose est de savoir qu'est-ce que la personne physique et la personne morale. Personne morale, c'est une entité dotée de la personnalité juridique, par exemple une société, une association. En droit français, on divise les personnes morales en personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé. La personne morale peut être responsable du fait de son préposé,
comme dans le cas d'un dommage causé par la faute d'un salarié. C'est une responsabilité indirecte très fréquente. Elle peut aussi être renonciable directement quand le fait générateur de la responsabilité est de son dirigeant. C'est parce que le dirigeant est habilité à exprimer la volonté de la personne morale. Outre les personnes morales, les personnes physiques sont être responsables dans le droit de la responsabilité civile délictuelle. Alors, la personne physique, qu'est-ce que c'est? La personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain qui ont la personnalité juridique. Autrement dit, une personne physique est un être humain auquel on a attribué la jouissance de droit. Dans les juridictions de common law, c'est natural person, personne naturelle en droit français. Les éléments d'identification de la personne physique sont les patronymes, y compris les noms et les prénoms, le domicile, la nationalité et l'état de la famille. Le premier élément de la responsabilité civile délictuelle, c'est le fait générateur de la responsabilité. Selon l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous garde. Ici, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1242 du Code civil, il y a trois éléments générateurs de responsabilité: le fait personnel, le fait d'autrui et le fait des choses. La responsabilité civile délictuelle du fait personnel est définie par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La responsabilité civile délictuelle du fait d'autrui est définie par l'article 1242. Ici, il y a plusieurs cas comme la responsabilité civile délictuelle des parents du fait des enfants, des commettants du fait de leurs préposés et des artisans du fait des apprentis. Et enfin, la responsabilité civile délictuelle du fait des choses est définie par l'article 1243. Pour engager la responsabilité civile délictuelle, outre un fait générateur de la responsabilité, il doit exister un dommage. Alors, qu'est-ce que c'est le dommage? Le dommage se définit comme l'atteinte subie par une personne dans son corps, c'est-à-dire dommage corporel, dans son patrimoine, c'est-à-dire le dommage matériel ou dommage économique, ou dans ses droits extra-patrimoniaux ou dommage moral. Ainsi, le dommage, c'est une lésion d'un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial. Le terme dommage et le préjudice sont souvent employés comme des synonymes. Les dommages réparables sont extrêmement variés. On divise fréquemment les dommages en trois catégories: les dommages matériels, les dommages moraux et les dommages corporels. Pour être indemnisable, ce dommage doit remplir trois caractères. Il doit être légitime, il doit être direct et il doit être certain. Alors, on va parler de trois catégories de dommages: dommages matériels, dommages moraux et dommages corporels. Le dommage matériel, dit aussi patrimonial ou économique, porte atteinte à des droits pécuniaires, des intérêts patrimoniaux aussi bien de personnes physiques que de personnes morales, atteinte à la propriété. Il est directement appréciable en argent. Il en récite deux types: perte subie et gain manqué. Qu'est-ce que c'est le perte subie et gain manqué? Les pertes subies. Les pertes subies, par exemple, les pertes des biens, des dépenses de santé, tels frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, des frais d'avocat pour défendre ses intérêts.
Les gains manqués. Les gains manqués, par exemple, les pertes de revenus, les pertes de chiffre d'affaires, les pertes de chances professionnelles. En cas de dommages matériels collectifs, on distingue deux types: atteinte à des intérêts collectifs et atteinte multiple à des intérêts identiques. Atteinte à des intérêts collectifs, à côté des propres intérêts de chacun membre dans la société, la loi défend encore des intérêts collectifs, par exemple ceux des salariés, des consommateurs, etc. Au cas où les intérêts collectifs seront portés atteinte, les associations agissent pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. En d'autres termes, une association peut réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres. Par exemple, association de commerçants, association de consommateurs. Le deuxième cas, c'est l'atteinte multiple à des intérêts identiques. Le droit continental, au contraire du droit anglo-saxon, n'admet pas les actions de groupe ou actions collectives, c'est-à-dire l'action dans laquelle un regroupement de personnes identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même auteur. Au Vietnam, l'action collective n'existe pas encore et chaque victime engage une procédure par sa part avec une conséquence qu'il y a beaucoup de jugements similaires issus de procédures similaires. Les demandeurs sont différents mais le débiteur est le même et la nature juridique du problème à trancher est identique. Les dommages moraux. Le dommage moral ou le dommage extra-patrimonial porte atteinte à des intérêts extra-patrimoniaux, tels l'honneur, la dignité, la réputation, etc. Il n'y a pas d'influence économique directe et immédiate pour la victime, même s'il est généralement réparé par une somme d'argent. En France, la Cour de cassation a émis la réparation des dommages moraux dès 1833. La question qui se pose est de savoir si une personne morale, comme une société, une association, peut-elle demander réparation des dommages moraux ou pas. Juge que oui. La Cour d'appel de Paris l'a admis en 2006 en reconnaissant une atteinte à l'image et à la réputation d'une société. Le principe du préjudice moral de personnes morales est donc désormais certain. Alors, non seulement la personne physique est réparable de dommages moraux, une personne morale peut demander la réparation de dommages moraux. La troisième catégorie de dommages, ce sont des dommages corporels. Selon Code civil, le corps humain étant inviolable, c'est un principe très important dans le Code civil. Le dommage corporel porte atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, qu'elle soit ou non mortelle. Un dommage corporel est une atteinte plus ou moins importante du corps du victime ayant subi une agression ou un accident. Cette atteinte touche bien l'intégrité physique de la victime. Nous avons déjà indiqué qu'une action en responsabilité ne peut aboutir que dans la mesure où un dommage est établi et où un fait générateur a pu être caractérisé, qu'il s'agisse d'une faute, d'un fait d'une chose ou d'un fait d'autrui. La réunion de ces deux conditions ne suffit toutefois pas à engager la responsabilité. Il faut qu'apparaisse en outre un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En d'autres termes, outre un fait générateur de la responsabilité et un dommage, la troisième condition exigée pour une responsabilité délictuelle est l'existence d'un rapport de causalité ou un lien de causalité. On va considérer quelques exemples. Exemple 1. Un accident provoque le décès d'un emprunteur. Le prêteur a des difficultés pour se faire rembourser par les héritiers, ce qui lui cause un préjudice. Alors, une question qui se pose est que le prêteur
peut être indemnisé par le responsable de la mort de son débiteur? Non, ici il n'existe pas un lien de causalité. La Cour d'appel a énoncé que le lien de cause entre la faute commise par l'auteur de l'accident mortel survenu à l'emprunteur et le préjudice subi par le prêteur n'était pas suffisamment direct pour ouvrir droit à réparation. C'est la décision dans un arrêt de la Cour de cassation en 1979. Exemple 2. Un médecin ne diagnostique pas la rubéole dont une femme enceinte est atteinte, l'enfant qui naît est handicapé. Le médecin est-il responsable? On a quelques secondes pour réfléchir. La réponse est oui. Ici, il existe un lien de causalité. Parce que selon une loi, la personne née avec un handicap dû à une faute médicale ne peut obtenir réparation lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap. Et en outre, l'article 1941 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ici, la négligence ou l'imprudence du médecin a provoqué le handicap de l'enfant. Alors, qu'est-ce que la causalité? Le Code civil n'a pas défini la notion de causalité. De manière générale, le lien de causalité se définit comme un lien de cause à un fait entre le fait générateur et le dommage subi par la victime. Ici, on rattache le dommage au fait générateur. Le dommage doit être la conséquence directe et certaine du fait dommageable. Causalité certaine, le fait générateur doit bien être à l'origine du dommage. Et causalité directe, c'est-à-dire le dommage qui a été directement causé par le fait générateur peut être indemnisé. Alors, il y a deux caractères de la causalité. Elle doit être certaine et il doit être direct. Le lien de causalité est donc une condition indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle. Pour qu'il y ait causalité, le minimum sur lequel tout le monde est d'accord est qu'il y ait eu un fait générateur du dommage, c'est-à-dire un fait qui a été la condition nécessaire sans lequel le dommage n'aurait pas existé. La difficulté tient à ce que l'accident ne résulte généralement pas d'un seul antécédent, mais d'un grand nombre de circonstances. Quelles sont celles qui en sont la cause? En répondant à cette question, on peut déterminer le lien de causalité entre le fait et le dommage dans une affaire. Et la dernière question: à qui est attribuée la charge de la preuve de la causalité? En principe, c'est le demandeur, la victime, qui doit établir le lien logique entre le fait et le dommage.